Bonjour à tous. Donc, dans cette dernière séquence, nous allons traiter de la demande, après avoir traité du braconnage, donc de l'offre, et du transport. On a vu juste avant l'importance des aspects culturels avec le chien au Vietnam. Bon, pour traiter cette demande, nous allons débattre avec deux intervenants, donc Marie Sigaud, chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle, et Grégory Breton, directeur général de Panthera France. Marie, vous êtes chercheur en écologie des sciences de la conservation au Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes vétérinaire, écologue du comportement et vous portez un intérêt particulier au commerce des animaux. Vous avez notamment travaillé sur la conservation du bison au Canada et du lorislan de Java, Nycticebus javanicus en Indonésie. Plus récemment, vous êtes intéressé au commerce des animaux exotiques à destination du Japon, où vous avez étudié un nouveau phénomène de mode, celui des cafés à animaux exotiques. Grégory, vous êtes biologiste de la conservation spécialisé en écoéthologie. Vous avez acquis une expertise sur les félins. Vous avez notamment longtemps travaillé sur le chat du désert ou chat des sables, Felis margarita. Aujourd'hui, vous dirigez l'association Panthera en France, ce qui vous a amené à vous plonger dans la problématique du trafic d'animaux. Vous êtes intéressé notamment à la consommation d'espèces sauvages pour la médecine traditionnelle chinoise et asiatique. Vous vous intéressez également à la demande de produits issus de grands félins, dont la peau de léopard en Afrique. Donc Marie, je vais vous laisser commencer. Je vais vous parler du commerce des animaux exotiques de compagnie en prenant l'exemple du Japon et des cafés à animaux exotiques, mais je vais en profiter pour vous parler aussi d'autres choses. Donc le commerce des animaux exotiques de compagnie, et je parle bien du commerce, pas seulement du commerce illégal, il y a une grande partie qui est du commerce tout à fait légal. C'est un commerce qui est en pleine expansion, aussi bien en termes de volume, c'est-à-dire de nombre d'individus qui sont vendus, et on parle de millions d'individus, que d'espèces. C'est des milliers d'espèces qui sont concernées. Donc les pays occidentaux sont des grands consommateurs aussi d'animaux exotiques de compagnie. Donc ça, c'est une petite infographie que j'avais fait en prenant simplement les données CITES et en regardant pour certaines espèces le volume d'animaux vivants importés par an. Donc en fonction de leur niveau de leur statut selon la liste rouge de l'UICN et de leur classement à la CITES aussi, je pense. Enfin bon, c'est pour vous montrer que typiquement, aux États-Unis, il y a à peu près 100 000 iguanes verts qui sont importés tous les ans. Au Royaume-Uni, on importe du python royal beaucoup. Et la tortue grecque est très importée en Europe également. Alors, ce commerce en pleine expansion, il a aussi une réglementation qui est très variable en fonction des pays. En fonction du pays où vous êtes, la réglementation change beaucoup. Donc typiquement en France, il y a une réglementation qui existe, qui est relativement laxiste, mais qui ne vous permettra pas d'avoir un tigre, comme aux États-Unis, où il y a environ 800 000 foyers qui possèdent au moins un serpent. Et ça m'amène à l'exemple dont je vais parler principalement aujourd'hui, à savoir au Japon, qui est un grand consommateur d'animaux vivants. Entre 2010 et 2019, il y a plus de 800 000 animaux vivants, donc mammifères, oiseaux, reptiles ou amphibiens, qui ont été importés, selon les chiffres de la CITES. Donc toutes les espèces qui ne sont pas classées à la CITES, on n'a pas les chiffres. Donc comment ça a commencé exactement ce phénomène de café animaux exotiques dont je vais vous parler? Ça a commencé en fait par là. Donc avec le phénomène des pets café, dont vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle chez nous les bars à chats ou les bars à chiens. Donc ça a commencé, le premier pet café a ouvert en 1998 à Taïwan, puis en 2004 à Osaka au Japon. En 2016, le ministère de l'Environnement japonais estimait qu'il y avait 430 pet café au Japon. Et en fait, cette offre, elle s'est rapidement diversifiée, c'est-à-dire que certains pet cafés se sont mis, profitant d'une réglementation assez coulante, à proposer dans leur café, donc un café, c'est un endroit où vous allez boire un café, une bière éventuellement, d'autres animaux que vous pouvez éventuellement toucher. Donc là, c'est un exemple de capybara. Et l'offre s'est diversifiée avec des cafés de plus en plus thématiques, non des cafés plutôt à hibou, ou des cafés à serpent, ou des cafés à loutre, ou même un café à pingouin. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est un café à serpent. Donc vous avez des tables, vous avez des terrariums. Vous pouvez, généralement, moyennant une contribution financière, demander à toucher
un des animaux. Il y a certains animaux que vous pouvez toucher à peu près tout le temps et d'autres que vous ne pouvez jamais toucher. Généralement, les anacondas, les trucs comme ça, vous n'êtes pas trop censé les toucher. Mais il y en a. Et donc, ça nous a amené, en fait, avec des collègues, notamment ma collègue Tomomi Kitade de Traffic Japan et Cécile Sarabian, quand j'étais à ce moment-là à l'université de Kyoto, à nous poser des questions sur ce phénomène et à vouloir quantifier la diversité des espèces concernées, explorer les origines des espèces, discuter les implications. Donc, je vais passer relativement rapidement sur nos résultats. En fait, il faut que vous voyez ça comme vraiment un petit exemple de ce à quoi ressemble le commerce des animaux exotiques. C'est-à-dire que ce qu'on voit là au Japon est décliné de bien d'autres manières dans d'autres pays. Donc, c'est bien d'avoir vu les présentations avant, parce qu'en fait, ce qu'on a eu besoin de faire, simplement, c'est qu'on n'a pas pu visiter l'intégralité des cafés. En plus, c'était un peu dans la période Covid. Donc, on a visité leur site web et leurs réseaux sociaux, parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus. Et donc, là-dessus, ils mettent toutes les photos de leurs animaux. On a identifié les cafés en utilisant des keywords. Et ensuite, on a identifié les espèces dans la mesure du possible. On a aussi fait appel à un certain nombre d'experts pour nous aider. Et ensuite, on leur a attribué leur statut CITES, UICN, et s'il y avait au niveau de la loi japonaise. On a identifié 142 cafés à animaux exotiques. Donc vous voyez que c'est depuis Hokkaido jusqu'à Okinawa, donc les îles du Sud, il y en a à peu près partout, même s'ils sont localisés principalement autour des grandes villes japonaises. Donc ce qui était intéressant aussi, c'était de regarder un peu la temporalité de l'ouverture de ces établissements. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça un peu une mode, parce qu'ils ont un peu tous ouvert en même temps. Donc on voit entre 2015 et 2018, le gros des cafés a ouvert. Donc il y a deux couleurs, parce que c'est des cafés souvent qui se disent thématiques. Donc ceux qui sont en rouge, ce sont les cafés à hibou, et ceux qui sont en bleu, ce sont toute autre thématique. Sachant que ce n'est pas parce que vous êtes dans un café à hibou que vous ne pouvez pas avoir un capybara, et l'inverse est vrai également. Donc, c'est des cafés qui sont avec des thèmes. Donc, comme je vous disais, on a trouvé nous 64 cafés à hibou. Vous avez des cafés plutôt oiseaux, des cafés à reptiles, des cafés à loutres qui sont très populaires parce que les loutres sont des animaux de compagnie très populaires en Asie en règle générale et au Japon en particulier, et les cafés à hérissons. On a trouvé une grande diversité d'animaux là-dedans. Donc 419 espèces, presque 3800 individus différents, avec principalement des oiseaux, donc 60% d'oiseaux, et là-dedans 40% de hiboux et chouettes. Les hiboux et les chouettes sont des animaux de compagnie très appréciés au Japon. Donc ça, c'est les 3 espèces qu'on a retrouvées le plus souvent chez les hiboux et les chouettes, donc la chouette effrayée, le grand-duc indien et le petit-duc à face blanche. Mais il y avait aussi une proportion importante de mammifères, de reptiles, et de mammifères en moindre mesure d'amphibiens. Bon, là-dedans, vous retrouvez toutes les caractéristiques du commerce des animaux exotiques de compagnie. Il y a des espèces qui sont classées en danger d'extinction selon les critères de la liste rouge de l'UICN. Dans ce cas-ci, on a trouvé 52 espèces qui représentaient 403 individus. Vous avez des espèces qui sont presque menacées. Donc là, ça concernait seulement 23 espèces et une centaine d'individus. C'est majoritairement des espèces qui sont classées à la CITES, donc en annexe 2 ou 3, pour 60%, et quand même 9 espèces qui sont classées en annexe 1, donc qui sont censées être interdites au commerce international. Ça veut dire que toutes les autres espèces, elles ne sont pas classées à la CITES. On s'est intéressé aussi à l'origine de ces espèces. D'où venaient-elles? Donc ça, on ne peut pas le savoir avec ce qu'on collecte dans les données des cafés sur Internet. Donc on a regardé pour chacune des espèces qu'on retrouvait dans les cafés, comment elles étaient importées au Japon, pour celles qui étaient classées à la CITES, et on a regardé celles principalement qui a été prélevées directement en nature. Donc on a quand même 30 espèces qui sont présentes dans ces cafés, qui sont principalement prélevées en nature ou sous les catégories CITES, qui sont Range or Farmed. Ça peut se discuter, mais c'est principalement des reptiles. Ça, c'est ce qu'on retrouve en règle générale dans le commerce des animaux exotiques de compagnie. On a aussi, donc ça c'est un point important, c'est les espèces qui sont classées à la CITES, mais qui n'ont pas d'historique d'importation au Japon.
Alors ça pose la question de d'où viennent-elles. Alors il y en a certaines qui peuvent tout à fait venir de fermes d'élevage. Donc il y a au Japon de l'élevage d'un certain nombre d'espèces. Donc typiquement, ces espèces-là de psittacidés peuvent être reproduites assez facilement en captivité. Vous avez des échanges avec les zoos. Donc ça, c'est notamment, c'est une hypothèse qui est venue du travail notamment de Trafic, qui a interrogé les zoos et qui s'est rendu compte, par exemple, que pour les loutres cendrées, il y avait des échanges, les zoos allaient remettre dans le commerce, allaient mettre dans le commerce, allaient vendre à des vendeurs d'animaux leurs loutres qu'ils avaient en surplus et voire éventuellement en acheter. Donc ça fait qu'il y a certaines espèces qui sortent du circuit standard. Et il y a évidemment des espèces qui probablement viennent du commerce illégal. Et ça, c'est vraisemblablement le cas des loricidés. Donc là, c'est le cas d'un loris de Sunda. Et il y a peu de chances pour qu'il n'y a pas de structure d'élevage au Japon de cette espèce. Il y a peu de chances qu'un zoo l'ait vendu. Et en plus, il y a beaucoup de saisies. Les loris sont très populaires en tant qu'animal de compagnie au Japon. Il y a un grand nombre de saisies annuelles. Donc il est probable que typiquement cet individu soit rentré illégalement au Japon. Il y a ensuite cette question des espèces qui n'ont pas de CITES. Donc là, on est totalement dans le commerce légal, on ne sait pas combien en sont importés, et ça représente quand même 169 espèces, une majorité d'espèces de reptiles. Donc ça, c'est bien connu aussi, c'est bien documenté. Les espèces, les reptiles sont moins réglementés par la CITES. Et même, on sait aujourd'hui qu'un tiers des espèces de reptiles qui existent sont disponibles à la vente sur Internet. Et puis, il y a les espèces qui sont ni à la CITES, ni évaluées par la liste rouge UICN. Donc ça pose des questions, elles sont dans le commerce. Alors là, ultimement, elles atterrissent dans un café à espèces exotiques au Japon, donc on se demande bien d'où elles viennent. Et bon, ça pose question sur les limites en fait, des leviers réglementaires pour suivre ça. Et bien sûr, on a trouvé des espèces invasives, sachant que le Japon est un archipel, donc ça peut poser question, parce que ce sont des espèces qui sont listées potentiellement envahissantes ou envahissantes par le ministère de l'Environnement japonais, et qui sont présents dans les cafés exotiques. Alors, les implications, je vais passer rapidement parce que bon, ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc, on s'attend à ce que ça puisse encourager le fait d'avoir des animaux exotiques de compagnie. La plupart de ces cafés proposent des options d'achat, sachant que les animaux peuvent valoir très cher. Vous pouvez acheter un certain reptile pour une dizaine d'euros, si je fais la transcription. Mais vous pouvez acheter des oiseaux qui valent 20 000, 25 000 euros. Et ça, vous pouvez les acheter dans certains de ces cafés. Ça pose la question des liens avec le commerce illégal. Les impacts sur la biodiversité, donc ça, c'est les mêmes impacts que vous retrouverez dans le commerce, plus généralement, des animaux exotiques. Donc la contribution à l'overexploitation, la présence d'espèces envahissantes, les risques pour la santé publique. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de papiers qui sortent là-dessus. On commence à se questionner sur les animaux exotiques de compagnie, quand même, en termes de santé publique, ça pose des questions. Donc, sachant qu'en plus, il y a une réglementation au Japon qui n'est pas suivie, puisque ces animaux, au Japon, vous n'êtes pas censé importer de primates pour le commerce, ni de chauves-souris pour des questions sanitaires. Et on en a trouvé dans ces cafés. Et bien sûr, il y a la grande question du bien-être animal. C'est un café, ce n'est pas un zoo, les personnels ne sont pas particulièrement formés, les installations ne sont pas particulièrement adaptées. Donc vous avez un python réticulé à gauche qui n'est pas en forme, un anaconda jaune à droite qui est dans un terrarium qui ne lui permet même pas d'étendre le tiers de sa taille. Mais c'est valable pour beaucoup d'animaux, notamment tous les animaux nocturnes qui sont exposés en pleine journée, ou les animaux sociaux comme le suricate, et encore le lorislan qui n'est pas vraiment à sa place. Alors maintenant, pour raccrocher à la table ronde, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a les leviers réglementaires, une fois de plus.
Au Japon, il n'y a pas vraiment de... Alors, il n'y a pas d'obligation d'établir la traçabilité d'un individu. À partir du moment où il est à l'intérieur du pays, il est à l'intérieur du pays. Sauf si vous avez un individu qui est classé à l'annexe 1 de la CITES. Sinon, vous n'avez pas d'obligation de déclaration, il n'y a pas de liste pour les animaux que vous avez le droit ou pas de détenir, à part certaines espèces dangereuses. Il y a peu d'amendes ou quoi que ce soit quand il y a des cas de... Ah, les mots ne me reviennent pas. C'est la fin de journée. Donc on l'a vu dans d'autres présentations que les gens étaient peu punis. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'on a en Europe, il n'y a pas vraiment de cadre légal qui régule les établissements qui sont plus ou moins des zoos. Donc ça, c'est un problème aussi, parce que si vous êtes un café animal exotique ou si vous êtes un zoo, vous êtes un peu sous la même réglementation qui n'existe pas vraiment. Ensuite, il y a ce qui peut être fait pour mieux comprendre les motivations des consommateurs, et notamment ce qui peut, donc on l'a vu dans les présentations précédentes, c'est très intéressant, et c'est très intéressant notamment là sur le Vietnam, essayer justement de déclencher des changements de comportement. Donc là, je vais en profiter pour vous présenter rapidement le travail de WWF Japan, avec qui on travaille et qui, un peu en lien avec cette étude, a lancé une campagne de sensibilisation justement autour de la thématique des animaux exotiques de compagnie, en essayant, donc ils ont pris 14 espèces, que des mammifères pour le moment, donc on essaie de voir avec eux, qui travaillent un peu plus sur les reptiles aussi. Et donc, en fait, ce qu'ils font, tout simplement, c'est qu'ils font des petites vidéos par individu. Ils vous disent « Ah, c'est super mignon », avec des petits personnages qui ont envie de s'acheter un animal. Donc là, on a un Ouistiti commun. Et en fait, ils vont vous montrer des problèmes. Donc typiquement, là, vous avez un Ouistiti commun, ça a l'air sympa, mais ça va faire pipi partout chez vous. Donc ensuite, ils vont vous mettre une vidéo en gros plan en disant « Attention, le Ouistiti commun est en train de faire pipi ». Donc en fait, ils essaient vraiment d'appuyer sur des représentations qui vont pouvoir dissuader les gens d'acquérir ce type d'animal. Ils vont aussi essayer de dire, bon, bah, ces animaux-là, normalement, ils vivent en nature, ils vivent en groupe, ils ne sont pas censés être tout seuls dans une cage. Autre chose, on peut se questionner justement sur tracer l'origine des individus. Donc là, c'est un projet, un type collaboration Nord-Sud, mais là, c'est le Japon et la Thaïlande, et l'Indonésie bientôt, où on se questionne sur l'origine des loutres cendrées qui sont présentes au Japon, notamment dans les cafés, mais aussi chez les particuliers, comme c'est un animal de compagnie assez commun. Et donc d'ailleurs, c'est financé par le JASTIP, qui est un organisme qui finance les projets collaboratifs. Donc moi, ma contribution, elle est relativement mince dans ce projet, mais c'est surtout de fournir des prélèvements, donc d'aller mettre des cotons-tiges dans la bouche des loutres, pour qu'ensuite il y ait des analyses génétiques qui vont faire de l'assignement géographique pour essayer de retrouver l'origine des loutres. Donc sachant qu'il y a une grosse hypothèse en amont, qu'elles viennent principalement du zone en Thaïlande, qui est un gros hotspot connu pour ça. Donc voilà, donc je vais juste terminer là-dessus pour vous ramener en France et pour vous dire que le commerce des animaux exotiques de compagnie, c'est en France aussi. C'est difficile d'estimer, mais je crois qu'on pense qu'il y a à peu près 2 millions de reptiles ou d'amphibiens qui sont détenus chez des particuliers en France, qu'il y a plus de 280 espèces de reptiles et d'amphibiens qui sont proposées à la vente en ligne, qu'il n'y a quasiment pas de chiffres là-dessus. Et pour terminer, je vais vous laisser sur une petite diapositive de 2 individus que vous pouvez acheter en ligne, là, tout de suite maintenant. Un à 15 €. Aucun des deux n'a un statut CITES. Les deux sont pour le moment list concern. Ils n'ont pas besoin de déclaration de possession ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez les acheter, vous les faire livrer chez vous. Bon, si vous avez 2 800 €, chacun son truc. Mais voilà, et ça c'est un commerce qui est très important en France. Et pour le moment, on n'a pas forcément non plus les leviers réglementaires suffisants pour le réguler. Voilà. Et ma dernière diapo, pour vous remercier, vous mettre la photo de l'entrée d'un café à loutre. Merci beaucoup Marie. On va enchaîner tout de suite avec la présentation de Grégory.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai la lourde tâche de terminer la journée. J'espère que vous êtes encore un petit peu réveillés. Je vais vous montrer pour cela des belles photos de chats, enfin de gros chats africains. Et on va discuter ensemble de ce que l'on fait au sein de Panthera, donc, pour protéger les léopards avec un exemple extrêmement concret, très, on va dire très simple. Et donc c'est parti. Alors, voyons voir. On va parler aujourd'hui de notre programme Fur for Life. Parfait. Alors, qui est Panthera? Alors, Panthera, c'est une ONG internationale qui est exclusivement dédiée à la conservation des félins et de leurs écosystèmes. On est composé d'une équipe de biologistes très spécialisés dans ces animaux, avec des gens qui sont extrêmement renommés à l'international. Et on développe des stratégies de conservation pour les grands félins, à grande échelle, sur plusieurs pays, et des actions très ciblées pour les petites espèces. Voici quelques éléments clés. Donc, notre ONG est à but non lucratif. Elle a été fondée à New York en 2006. Nous avons 6 hubs, dont l'Europe, avec des entités françaises enregistrées, une association et un fonds de dotation. À l'international, nous sommes plus de 300 employés. On a plus de 150 projets actuellement. On fait un petit peu de recherche, entre guillemets, fondamentale pour comprendre les modes de vie des félins, mais on cherche surtout des solutions appliquées pour leur conservation. On a 4 grands domaines d'intervention: la lutte contre le braconnage, la réduction des conflits homme-faune sauvage, la création et la protection des aires protégées et la création de corridors. Et on intervient aussi pour réduire la chasse aux trophées. Alors on essaye de mettre en place des solutions aussi innovantes et très pratiques pour avoir un impact rapide. Ça change tout seul, c'est génial. Alors, la famille des félins. Voici ces magnifiques animaux. Vous les connaissez, vous en connaissez certainement une grande partie. On dénombre aujourd'hui 40 espèces modernes. Certaines sont très emblématiques. Le berceau de ces animaux n'est pas l'Afrique comme l'humanité, mais l'Asie. Ils sont apparus il y a 12 millions d'années, bien avant l'humanité. On dénombre 8 lignées différentes. Ce n'est pas simplement d'un côté les petits félins et de l'autre côté les grands félins. C'est un peu plus complexe que cela. Ces animaux ont colonisé 4 continents. Et évidemment, sans parler de la fragmentation et de la perte d'habitat, ils sont directement impactés par de nombreuses menaces, toutes liées à l'homme. Donc, vous les avez listées, je ne vais pas vous les lire, mais concrètement, toutes sont plus ou moins touchées, et 25 sont au moins touchées par un de ces fléaux. Alors, quel est le programme de Panthera contre la criminalité liée à la faune sauvage? En anglais, on parle de Counter Wildlife Crime. On a en fait au sein de notre ONG une équipe transversale. Alors, au niveau de l'organisation, on a des directeurs qui sont rattachés aux espèces. Ce sont les spécialistes de chaque espèce. On a des directeurs régionaux et on a cette équipe transversale qui va œuvrer contre les crimes envers les félins. Alors on essaye de mettre en place les meilleures tactiques possibles, connues à ce jour, et on essaye de quantifier bien évidemment tout cela. Bon, on est organisé en hub, il y a énormément de communication en interne et en externe, on a beaucoup de partenariats à l'international également. Alors, évidemment, quand on parle de lutte contre la criminalité envers la faune sauvage, on l'a vu au cours de cette journée, il y a 2 volets d'action. D'un côté, la répression et de l'autre, la prévention. On va être un petit peu sur tous les tableaux et au sein de cette équipe, eh bien, ils ont des disciplines thématiques ça va de la lutte contre la criminalité jusqu'à l'engagement des communautés. Et en fait, quand on parle des communautés et de ce volet social, ce qui est très important, on l'a répété toute la journée, c'est de comprendre les facteurs qui conduisent à ces crimes pour essayer d'identifier les options potentielles afin de s'attaquer aux causes profondes. Alors, vous avez un petit diagramme ici, je m'excuse, il est en anglais, je n'ai pas la version native pour la mettre en français, mais si vous regardez, on a le continuum en fait complet et là, sur cette dernière section, on parle de la réduction de la demande, mais au sein de Panthera, on travaille sur toutes ces lignes-là.
Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'espère que je ne vais pas déborder, j'ai 250 diapositives. On va parler du léopard. Donc ce magnifique animal que vous connaissez toutes et tous, ou panthère, hein, c'est la même espèce, était en 2008 classé comme quasi menacé par l'UICN. En 2016, il est devenu vulnérable. Vous avez une petite carte à droite qui vous montre en rouge l'aire de répartition qui n'existe plus pour cet animal. Il a disparu de toutes ces zones et il subsiste aujourd'hui uniquement dans les zones orangées. Alors au sein de Panthera, on ne va pas rentrer dans le détail, on met en place des stratégies de conservation pour les différentes espèces. Vous voyez un petit peu le genre de diagramme que l'on établit. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et qui a la raison de cette magnifique vraie fourrure devant moi. Donc en fait, Panthera, nous avons un bureau avec de nombreux collaborateurs en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, au fur et à mesure de nos campagnes et de nos actions de conservation et de nos recensements, nous sommes tombés sur ce genre de procession dans le sud du pays, dans la province du KwaZulu-Natal. Ce rassemblement s'est déroulé maintenant il y a de ça quelques années, mais il persiste tous les ans. Ils sont 32 000, là, les petits bonhommes là, qui se baladent. Alors je dis ça avec affection, évidemment, mais ils ont tous autour du cou une peau de léopard véritable. Alors quand on a vu cela au sein de l'organisation, on s'est dit il faut faire quelque chose, il ne faut pas attendre. Alors, le constat, en fait, ces fourrures s'appellent les amambeta, sont portées par les hommes lors de différentes cérémonies. On dénombre, au sein d'une église qui s'appelle l'église Chambé, et on dénombre aujourd'hui 4 millions d'adeptes. Je vous épargne les détails, mais autour du cou de ces hommes, vous avez quasiment un léopard mort. Le problème, c'est que évidemment, ces gens localement aiment et vénèrent les léopards. Ils portent leur peau en signe de pouvoir et de prestige depuis plus d'un siècle. Au début du XXe siècle, cela n'avait pas d'importance, entre guillemets. Ces prélèvements n'avaient pas d'importance, mais vous connaissez bien sûr les enjeux mondiaux et ces animaux disparaissent petit à petit. Et aujourd'hui, il n'y a plus assez de léopards pour perpétuer cette tradition. Aujourd'hui, on estime qu'il existe entre 1500 et 6500 léopards en Afrique du Sud. C'est une grande fourchette, mais ce n'est rien en comparaison de ces 4 millions d'adeptes de l'église de Chambé. Et en fait, on estime que pour alimenter cette demande, 800 léopards minimum sont tués chaque année. Alors au début, chassés en Afrique du Sud, mais étant donné la raréfaction de ces animaux, la chasse s'étend au-delà des frontières et on a des témoignages de personnes qui achètent des fourrures dans les pays voisins. Alors, même type de graphique que tout à l'heure, on analyse la demande et on va essayer de trouver les interventions, donc les petites boîtes qui sont en jaune de part et d'autre du graphisme, pour réduire cette demande. Là, celle que l'on a mis en place est ici. En fait, il existait déjà des fausses fourrures sur place, mais de très mauvaise qualité, et c'était vraiment anecdotique. Et donc, on a décidé au sein de Panthera d'investir sur la création de fausses fourrures de très haute qualité qui sont proches, voire qui sont de meilleure qualité et plus douces que les vraies fourrures. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de la théorie du changement, mais voilà le type de graphisme qui permet de réfléchir sur les changements et les différents niveaux où on peut effectuer des changements. Et donc, on s'est mis à créer ces fausses fourrures. On a signé un partenariat et le programme a débuté en 2013. Alors, maintenant que je l'ai là, je vais la faire passer. Enfin, tu vas pouvoir la faire passer ou là, tu la mets. On s'est mis à fabriquer donc ces fausses fourrures et pour aller plus loin, le but du jeu est d'impliquer les gens, les communautés localement. Donc on a rédigé un partenariat avec les Chambé, on s'est mis à employer des femmes de ces communautés, on a mis en place des dirigeantes de confiance et de façon à créer des micro-entreprises pour que le projet perdure dans le temps et qu'il vive sa propre vie. Alors voici
La suite. Alors, on a également mis en place des campagnes de communication pour changer les comportements, aussi bien localement, avec différents programmes éducatifs, de nombreux articles, une communication internationale et jusqu'à des films qui sont primés. Vous avez tout Skin 4 qui est disponible sur YouTube, vous pouvez en savoir plus. Donc on a une approche vraiment holistique avec ce projet. Alors, de 2013 à 2020, voici les résultats que l'on a obtenus. On a créé plus de 18 500 répliques et on en a distribué plus de 18 500. Aujourd'hui, plus de 50% des danseurs portent ces fausses fourrures. Et voilà le graphisme au cours du temps. Donc les vraies fourrures de léopard sont indiquées par l'histogramme en bleu et les fausses fourrures synthétiques sont représentées par la courbe en rouge. Donc voilà, petit à petit, on a supplanté l'utilisation de ces vraies fourrures. Alors, l'animal étant mort, notre discours n'est pas de dire jetez la vraie fourrure, brûlez-la. Non, le but du jeu, maintenant, ça va je reformule. Le but du jeu est de faire prendre conscience aux gens de l'importance du léopard vivant. Et ces fourrures qui sont authentiques, eh bien, ils les conservent, ils les sortent pour une occasion vraiment particulière, peut-être le mariage ou une fête annuelle, mais pour toutes les autres processions, toutes les autres cérémonies, on leur demande de passer à l'utilisation de ces fausses fourrures. Et au fil du temps, on s'aperçoit et on mesure une réduction significative du désir et de l'acquisition de vraies peaux de léopard. Voilà, alors, au début, on a distribué énormément de fourrures gratuitement, mais à un moment donné, on a aussi expliqué que ce n'était pas viable, et donc on a mis en place ce système de micro-entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée sur place, la peau d'un léopard est achetée entre 500 et 800 $ si elle est exportée sur des frontières extérieures. Nos fausses fourrures, avec la micro-entreprise, elles coûtent aux gens entre 25 et 30 $. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur et donc c'est un atout supplémentaire. Cependant, si vous regardez au cours du temps, la quantité de fausses fourrures vendues, pour l'instant, reste quand même inférieure aux fausses fourrures données. Évidemment, elles ne s'abîment pas si rapidement, donc tout ça est de toute façon en circulation. Alors, quels sont les enseignements retenus ? Alors, il a été essentiel pour ce programme d'avoir l'adhésion des dirigeants des différentes on va dire, tribus et notamment un des princes zoulous de l'église Chambé, qui a lui-même porté ses fourrures, alors qu'à d'habitude, il est en costard-cravate. Alors, on s'est aperçu aussi que le changement de comportement et la sensibilisation sont deux choses différentes, et on n'a pas forcément l'un avec l'autre. Ça peut être décalé dans le temps, ça peut être combiné, mais l'un ne permet pas nécessairement d'obtenir l'autre. Alors, on a effectivement fait différentes enquêtes et vous avez avant et après la distribution des fourrures et puis la mise en place de nos différentes campagnes où on fait prendre conscience aux gens de l'illégalité de détenir une peau de léopard sans permis. Le message passe, mais voilà, c'est un travail évidemment de longue haleine. De la même façon, la prise de conscience que les léopards en Afrique du Sud sont en voie de disparition se fait avec ce travail de communication. Alors maintenant, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que quand la culture avec le monde, avec les grandes fortunes locales se croisent, on s'aperçoit que les discours passent moins bien. Évidemment, comme vous vous en doutez, à travers le monde, les personnes qui sont très aisées vont de toute façon vouloir acquérir une vraie peau de léopard pour montrer leur statut par rapport aux autres. Et donc, on l'a vu, on l'a mesuré, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Davantage, ça peut être un sujet de discussion. Alors après, on va au-delà de cette fausse fourrure, parce que vous voyez autour
autour de la tête, etc., en complément, en brassard, etc. Il y a d'autres éléments qui proviennent de félins sauvages. Et donc, on est maintenant dans une phase où on essaye de diversifier les répliques. Alors, on a dupliqué également ce programme en Zambie et on commence tout juste avec le Barotse Royal Establishment. Donc, c'est une entité dans le pays. Et aujourd'hui, on a distribué plus de 1350 vêtements synthétiques et on a estimé que l'on avait répondu à la demande pour au moins 5 ans. Juste, je ne sais pas si j'ai le temps, mais ce sont en fait tous les pagayeurs sur cet immense bateau qui portent en fait traditionnellement des morceaux de léopard, des morceaux de serval, des coiffes avec de la crinière de lion ou le toupet de la queue du lion. Et donc on a créé ces produits synthétiques pour remplacer cela. Le partenariat a très très bien pris. À tel point que, si vous voulez, aujourd'hui, le Barotse Royal Establishment a décidé de bannir complètement les vraies fourrures de ces cérémonies. Et donc le peuple donc c'est en Zambie, je vous l'ai dit, donc le peuple concerné, ce sont les Lotzi, ont une opinion vraiment, vraiment positive de ce programme. Alors on a donné un autre nom pour pas que ça se chevauche, ça s'appelle Saving Spots. De la même façon, on a créé des entreprises locales, communautaires pour essayer de fournir une source de revenus alternative et endiguer le commerce illégal lié à la chasse et à l'utilisation des produits de ces animaux. Les campagnes de communication aussi ont été mises en place. On a copié le même modèle et on l'a adapté sur place. Voilà. J'ai été super rapide en fait, j'arrive à la fin. Donc ce programme est un modèle qui est assez... on peut dire aujourd'hui que c'est un succès. Il a été relayé par de très très nombreux médias à travers le monde, évidemment anglo-saxons de par l'origine de Panthera, mais aussi un petit peu en France, en Europe, etc. Donc il est en cours dans 2 pays, l'Afrique du Sud et la Zambie occidentale, et on est en train de voir pour le transposer à l'échelle du continent africain pour tous les autres félins. Vous avez des listes ici d'autres tribus, d'autres ethnies qui pourraient adopter ces produits synthétiques. Vous avez des cartes à droite, ce ne sont pas les cartes de répartition de ces animaux, mais c'est où on a fait un certain nombre d'enquêtes pour voir s'il y avait ce genre de produits qui étaient utilisés sur place. Voilà, je l'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je récupère la fourrure. Hein. Merci. Merci Grégory. Votre projet est assez étonnant, avec des résultats impressionnants. Vous avez présenté la peau de léopard et elle est souvent aussi un symbole de pouvoir. Moi, je me souviens de la toque de Mobutu. Hein, mais c'était aussi associé, je pense, à un aspect mystique, culturel et aussi un transfert peut-être de pouvoir du félin vers le porteur de la peau. Donc je suppose que ces aspects-là ne sont pas remplis, le pouvoir à partir d'un animal synthétique. Oui, complètement. Maintenant que j'ai assuré mes 10 minutes, je vais pouvoir me poser. Oui, c'est ce que j'évoquais dans la présentation. Concrètement, quand on parle, et plus généralement, de réduire la demande, on s'aperçoit dans tous nos programmes, et on a d'autres exemples, on travaille sur le tigre, le jaguar, etc., dans d'autres géographies, le lion également, on s'aperçoit qu'il est assez facile de faire changer les mentalités auprès des classes moyennes, on va dire. Mais à partir du moment où on touche des classes très pauvres ou alors des gens extrêmement aisés, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a derrière d'autres notions, des dimensions sociales. Alors pour les classes très aisées, et on peut parler de chefs d'État, il y a une dimension
spirituel, mais aussi, comme tu l'as très bien dit, de transfert de pouvoir et puis de croyances très importantes. Et de la même façon, pour les gens très très pauvres, on a des traditions, des croyances très ancrées, et ça demande un travail beaucoup plus profond. Alors, ce programme-là, avec les fausses fourrures de léopard, va couvrir un large spectre, mais ça demande un travail supplémentaire quand on touche au tigre ou quand on touche au lion, par exemple. Donc oui, et pour rebondir sur les motivations et revenir sur la présentation précédente, les motivations des personnes qui fréquentent ce type de café, les cafés au Japon. Alors il y a quelques travaux là-dessus qui parlent de la notion de iyashi au Japon, qui est une notion autour de l'apaisement, du bien-être. Et suite notamment à la crise de Fukushima, il y aurait eu un boom dans les business autour de cette notion de iyashi, ce qui va pouvoir vous apaiser, vous rendre mieux, vous réconcilier un peu avec vous-même. Et donc certains chercheurs, certains anthropologues pensent que les cafés à animaux exotiques répondent à ça. Et effectivement, certains de ces cafés vont marketer ça. Ils vont, alors il y a des noms, là ils me viennent pas en tête, mais ça va être le hibou du bien-être ou ce genre de choses. Et notamment, leur offre marketing est vraiment de vous offrir un moment de calme. Après, les gens vont aussi chercher des expériences mignonnes, des expériences bizarres, ce genre de choses. On pense que c'est une des choses qu'on aimerait étudier, c'est qu'en fonction des cafés à thème, il n'y a vraisemblablement pas les mêmes populations. Y a-t-il eu des études sociologiques là-dessus sur la demande ou pas trop au Japon? Sur la demande, pas encore. Il y a eu une étude, il y a une anthropologue qui s'était intéressée justement à cette question du iyashi, et plus particulièrement sur les cafés à loutre. Et les Japonais, est-ce qu'ils ont une conscience de l'impact que peut avoir leur fréquentation de café sur la demande? Les consommateurs ? Oui. Pas du tout. En tout cas, des données qu'on a, qui sont pas, on n'a pas fait d'études vraiment là-dessus, mais de notre ressenti, non. Et alors eux, c'est dans leur intérêt, mais les gens qui possèdent ces cafés sont même, pour certains, persuadés de contribuer à la conservation. D'accord. Voilà, et les autorités, si j'ai bien compris, ont un regard... Il n'y a pas vraiment de réglementation, et c'est pas tout à fait illégal. Enfin, ce n'est pas illégal d'ailleurs, à part certains qui ont quand même des espèces qui sont les loris, ou ça c'est illégal. Mais sinon, une fois qu'ils ont rempli leur papier, comme quoi ils sont enregistrés en tant que café, et éventuellement qu'ils présentent des animaux, mais ça je suis même pas certaine qu'ils aient besoin de le déclarer, ils sont dans la légalité. Donc tant que la législation ne change pas, il n'y a pas de mesure à leur encontre. Parce que vous aviez mentionné des espèces à l'annexe 1 qui forcément étaient... Voilà, alors ça, il y a eu une recherche qui a été menée notamment sur les loris, et qui montrait qu'il y avait beaucoup de faux permis CITES et un intérêt vraiment négligeable de la part des autorités. Et y a-t-il des félins pour faire le lien avec, avec la présentation? Il y en a, j'ai vu un serval, un chat des sables. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui, alors vous n'êtes pas sans ignorer que la difficulté avec les félins, c'est que certaines petites espèces s'hybrident avec le chat domestique, enfin peuvent s'accoupler et produire des descendants. Et ça, c'est un gros fléau parce qu'on va diluer le problème, et c'est très, très complexe. Et même en Europe, la gestion des félins hybrides est très, très complexe. C'est une grande nébuleuse. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, la dimension éthique. Certains vont être très conservateurs, d'autres vont être plus laxistes, etc. Quant à cela. Mais c'est concernant plus spécifiquement les petits félins, oui, c'est une cause, c'est un problème supplémentaire. Voilà, bon, avant de passer la parole à la salle pour les questions, j'avais une dernière question regardant est-ce qu'il y a des cafés exotiques en Europe aussi? Est-ce que ça se développe? Et le problème du bien-être animal derrière, on a la nouvelle loi en France qui va passer, qui va peut-être limiter aussi. Alors en France, c'est pas possible. Bon. En France, c'est pas possible, pas forcément sur des questions de bien-être animal, mais je pense que sur des arguments sanitaires,
Il me semble qu'il y a quelques années, il y a des gens qui avaient essayé d'ouvrir plus ou moins des bars à chat, ça a fermé, sur des aspects réglementaires, des aspects sanitaires. Donc c'est tout simplement pas possible, et aussi parce qu'il y a une réglementation qui est forte pour la présentation au public. Il faut des installations adaptées, des capacitaires, donc ce serait, c'est comme ouvrir un zoo. Parce qu'en France, en tout cas, la réglementation est claire sur les établissements de présentation au public. Je pense qu'en Europe, j'ai pas connaissance d'établissements, mais ça m'étonnerait pas qu'il en existe, peut-être plutôt dans l'est de l'Europe, mais j'ai pas connaissance de ce type d'établissement. Donc on va laisser la parole au public. Il y a des questions? Juste une question sur First for Life, justement, dans ce groupe de familles à revenus moyens, donc de personnes qui ont accepté d'utiliser ce remplacement de fourrure. Est-ce que vous avez eu des cas, justement, des personnes qui ont ensuite augmenté leurs revenus et sont devenues beaucoup plus aisées, ont ensuite choisi de reprendre justement les fourrures classiques et réelles? Alors moi, j'ai pas la donnée réelle, j'ai pas l'intégralité des données de l'étude, on va dire, sociologique autour de ce programme. J'ai quand même, c'est pas impossible, mais si c'est le cas, c'est une faible proportion. À mon avis, c'est très très faible, parce qu'on est quand même dans une géographie vraiment particulière. Et bon, je vous ai invité à aller voir le film To Skin a Cat, mais il y a plein d'autres films qui sont vraiment, avec des films éducatifs qui sont très très forts et qui vont comment dire, mettre en lumière la tradition et le respect de la nature qui existait dans ces ethnies depuis des millénaires. Et ce message-là, il est très impactant. Je vais employer le mot de perversion, c'est pour une image frappante, mais cette perversion, elle est que récente en fait. Et on retrouve la même chose en Asie du Sud-Est. Il y a des gens qui se mettent à braconner le tigre alors qu'ils ont grandi dans des forêts, non pas la forêt de Fontainebleau à côté, mais des forêts où ils côtoyaient le tigre, ils le respectaient et il était respecté depuis des générations et des générations. Et en une vingtaine d'années, ils se sont mis à braconner l'animal tout simplement parce qu'ils étaient dans une situation d'extrême pauvreté. Donc en fait, c'est en identifiant réellement les besoins et dans ces zones-là que l'on peut arriver à revenir en arrière et à reprendre cette culture et cette histoire d'harmonie avec la nature. Et oui, voilà, je ne vais pas m'étendre. Bonjour, Émilie Ferret de l'ONG Wildlife Conservation Society. Déjà, je voudrais remercier les présentations sur ce dernier panel. J'ai été assez impressionnée, notamment sur la vidéo de trafic et sur ta présentation, Grégory, sur le projet que vous avez. Félicitations pour ça, d'ailleurs. C'était plutôt une contribution que je voulais faire. Donc, WCS, on a aussi lancé des campagnes de changement du comportement. Alors nous, c'était plutôt focalisé sur la viande de brousse. On en a beaucoup parlé avec le trafic qui se passe, notamment sur ça à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je voulais juste apporter une petite précision qui a été mentionnée dans la vidéo de trafic et ta présentation. C'est que le changement du comportement, c'est très différent de la sensibilisation comme on l'entend. On l'a vu dans les exemples, c'est souvent pour valoriser des aspects positifs. Donc on l'a vu sur le chi dans la vidéo de trafic, tu l'as mentionné aussi sur la valorisation de la force du léopard et comment c'est associé à la culture Chambé. Et c'est très important parce que ça provient généralement d'études scientifiques rigoureuses en criminologie, en sciences sociales, en sciences anthropologiques, qui permettent de développer des campagnes de marketing social et avec des experts en communication. Donc qui ne sont pas des biologistes, qui ne sont pas des conservateurs, mais qui sont des gens, c'est des experts en communication et qui utilisent toutes ces données-là. Donc voilà, c'est souvent très positif. Dans le passé, la sensibilisation, c'est attention, c'est mal, il ne faut pas tuer cette espèce avec un grand panneau sens interdit. Bon, on a montré les limites de ce modèle-là. Et donc ça, c'est très innovant et c'est très pionnier. Il y a pas mal d'initiatives dans ce sens. Donc voilà, je voulais juste apporter cette précision. Merci beaucoup. Grégory, une petite question par rapport au tigre. On sait qu'en Asie du Sud-Est, en Thaïlande notamment, les touristes participent beaucoup à l'exploitation, au trafic de tigres et d'animaux en particulier. Et qu'est-ce qui est fait pour sensibiliser et faire changer les touristes occidentaux par rapport à ces fameux
c'est pas des cafés ni des magasins comme au Japon, mais il y a vraiment, voilà, les Occidentaux participent à ça. Oui, parfait. Merci Véronique. Alors Véronique fait référence, le plus célèbre c'était le Tiger Temple en Thaïlande, mais il y a de nombreuses fermes, refuges, pseudo-zoos avec des tigres où des gens d'Europe, d'Afrique australe ou des États-Unis viennent caresser des tigres, passer des moments avec eux. Alors, bon, moi, je vais être extrêmement conservateur par rapport à cela. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux ont un impact dramatique, les influenceurs. Il y a une loi, ils en discutent en ce moment, sur l'impact des influenceurs et essayer de réduire leur portée. Je pense que malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'attaquer aux racines du problème directement dans ces pays-là. Et ça a toujours été mon opinion. Et il s'avère, le Covid a causé un certain retard, mais au niveau de la CITES, je ne sais pas si c'est trop confidentiel ou pas, mais les gens de la CITES ici pour nous le dire, mais il y a vraiment en ce moment une poussée avec un travail coordonné et harmonisé pour essayer d'endiguer ce fléau avec... J'ai un collègue, il a visité 3 pays, il a vu 400 tigres en 8 jours, il a été dans 3 pays, il a vu un nombre de centres pas possible, parce que lui c'est un expert sur les tigres. Aujourd'hui, il y a une vraie poussée pour réglementer, fermer définitivement tout ce que l'on appelle les fermes de tigres ou les établissements à caractère commercial. Et on distingue vraiment le monde des parcs zoologiques réglementés avec un vrai travail de fond aujourd'hui pour la conservation de ces établissements-là. Et donc la CITES, je crois qu'il y a une dizaine d'ONG impliquées, Pantera en fait partie, il y a vraiment un gros travail de fond sur le sujet. Peut-être que tu vas en voir une application où tu travailles prochainement, mais voilà, c'est en train de vraiment bouger. Le Covid a retardé les choses, mais c'est en train de venir.